Bonjour et bienvenue. On est bon. En préparant, ça fait des années que je veux faire un talk comme ça. Et en fait, j'ai toujours hésité parce que j'ai hésité sur deux choses. C'est comment trouver un titre pour ce talk et comment l'illustrer. Et au départ, je voulais faire comment faire évoluer une application legacy sans s'arracher les cheveux. Le problème, c'est que j'ai plus le physique pour faire ça. Ça serait pas très crédible. Ensuite, j'ai voulu faire comment faire évoluer une application legacy dans la joie. Malheureusement, c'est peut-être un peu trop vendeur et je suis pas très marketing. Vous voyez, je suis plutôt t-shirt. Donc, je suis fait un mi-chemin. Et pour l'illustrer, j'ai cherché longtemps jusqu'à ce que je trouve cette image. Alors cette image, ça vient d'un tournoi, d'un championnat aux États-Unis, parce qu'ils font ça en championnat. Donc c'est un garçon qui doit essayer d'attraper un cochon. Et c'est effectivement un peu sale. Il n'a pas l'air de s'éclater complètement sur l'image, mais il a choisi de le faire. Et le cochon ne se laisse pas faire. En plus, si vous êtes un peu anglophone, l'expression qu'on utilise pour ça, c'est wrestling with pigs. Et si vous traduisez cette expression en anglaise en français, il y a plein de traductions sur le contexte. Ça peut vouloir dire se prendre un mur, ça peut vouloir dire patauger dans la semoule, ou ça peut vouloir dire avoir un dialogue de sourds. Et je pense que ça résume pas mal l'idée de legacy. Qui dans la salle travaille sur un logiciel legacy? Ok, 95% des gens. Qui souffrent actuellement? Ok, 95%. Alors je suis désolé, je ne peux pas vous garantir qu'à la fin vous irez mieux, mais ce soir il y a le meet and greet et il y a de l'alcool. Donc vous n'aurez pas perdu votre journée en tous les cas. Avant de parler de legacy, il y a quand même une chose qui est importante, c'est peut-être de définir ce que c'est qu'un legacy. Parce que vous allez avoir plein de trucs sur ce que c'est qu'un legacy. Et pour définir un legacy, on va revenir sur un concept que vous connaissez très certainement, mais que ça vaut le coup de le rappeler, c'est qu'il y a trois axes pour évaluer un logiciel. Il y a l'axe fonctionnel, qu'est-ce que le logiciel fait? Il y a l'axe opérationnel, comment il le fait? Et il y a l'axe développemental, en anglais. Alors en français, on n'a pas de mot pour résumer ça, mais c'est à quel point il est facile de travailler sur le logiciel. Donc fonctionnel, on a les features, tout le monde les connaît. On a la doc, utilisateur, parce que c'est important. En point de vue opérationnel, on a la performance, on a la sécurité, on a la résilience, on a les docs du support, parce que c'est aussi important. Et en développemental, on a tout ce qu'on appelle tech debt, technical debt. Moi, je préfère le terme de viscosité parce que je suis ingénieur au départ. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, la viscosité, c'est à quel point un fluide résiste au changement. Donc la boue, c'est relativement visqueux, c'est beaucoup plus visqueux que l'eau. On a ce qu'on appelle les Dora Metrics. Je ne sais pas si les gens sont familiers avec la Dora Metrics. C'est des métriques qui ont été proposées il y a maintenant un peu plus de 10 ans pour mesurer l'efficacité du cycle de développement et de déploiement. Ça inclut notamment mesurer le temps qu'il vous faut pour livrer une feature en prod, combien de fois vous pouvez faire de livraison, combien de fois vous loupez vos livraisons, et combien de temps il vous faut pour réparer quand vous avez fait un loupé. Et ces trois axes sont complètement dépendants. Quand on travaille, en général, on travaille sur un des trois axes, éventuellement deux, quasiment jamais sur les trois. Et très souvent, par exemple, si vous rajoutez une fonction, vous travaillez dans l'axe fonctionnel. Si vous êtes un craftsman, vous allez en plus faire en sorte que le développement soit correct. Vous allez faire vos tests, vous allez faire des trucs comme ça. Le côté opérationnel, des fois, ce n'est pas forcément votre priorité. Quand vous faites de l'optime de perf, vous travaillez sur l'axe opérationnel. Le fonctionnel, vous n'essayez de pas y toucher, parce que le but n'est pas de faire une régression. Et la qualité du code, des fois, ce n'est pas votre priorité. Parce que le but, c'est que ça marche mieux, plus vite. Et quand vous faites du refacto de code, vous travaillez sur l'axe développemental, mais en fait, vous faites ni évoluer les features, ni aller plus vite, ou mieux, ou plus secure. Donc c'est vraiment trois axes indépendants, et selon les activités qu'on a, on travaille différemment. Donc si je reprends ça un petit peu sur un schéma plus à plat, parce que trois axes, c'est chiant à écrire, enfin ça fait des 3D. On a trois angles, et en fait, ces trois angles représentent aussi des enjeux pour votre business. La fonctionnelle, c'est un enjeu marketing, c'est ce que les gens vendent. L'opérationnel, c'est les fonctions support, c'est ce qui fait que vos clients restent. Si vous avez des super features et qu'elles ne marchent pas, parce que c'est trop lent, vous allez avoir des clients et vous allez les perdre parce qu'en fait, ça ne marche pas. Pas assez vite, ou il y a trop de bugs. D'accord? Donc les deux axes sont des axes clients, un plus visible du marketing, un plus visible du support, mais c'est deux axes clients. Et après, vous avez l'axe de développement qui sont un axe équipe. Les clients s'en foutent à quel point vous galérez à faire évoluer vos features. Il n'y a que vous, vos managers, qui
potentiellement s'intéressent à ça. Les clients, ils s'en foutent en fait. Et donc votre logiciel parfait, ce serait ça. Ce serait un logiciel où on est à 100% dans les deux axes principaux visibles des clients. Et en fait, on ne paye rien comme taxe de développement. Tout était parfaitement clair. Si vous êtes en legacy, vous êtes probablement comme ça. Probablement qu'en legacy, votre fonctionnel est vachement élevé, parce que sinon, ce ne serait pas un legacy, il aurait été jeté depuis longtemps. Donc vous avez beaucoup de fonctionnalités qui marchent bien. Par contre, le côté développemental n'a pas été maîtrisé, et l'opérationnel, ça dépend. Ça dépend des contextes. Donc quand on va travailler sur un legacy et c'est le faire évoluer, le but va être très simple. On veut réduire l'axe développemental, donc on veut réduire un petit peu la difficulté de travailler, et on veut potentiellement augmenter un des deux autres axes. Si vous faites que du refacto pur, c'est juste réduire le développemental. Peu de gens sont prêts à payer juste pour ça. Sinon, vous n'auriez pas de legacy. Donc en général, faire évoluer un legacy, c'est dire par exemple, tiens, j'ai besoin de corriger un gros bug ou j'ai besoin de faire une optime, et donc j'ai besoin d'améliorer le côté opérationnel. Ou j'ai besoin de caler une toute nouvelle feature qui est critique pour mon business, donc j'ai besoin d'augmenter le côté fonctionnel. Le problème, c'est que le développemental me coûte trop cher et je ne peux pas le faire. Globalement, la complexité du changement, c'est l'air de ce triangle-là. Plus ce triangle est grand, plus ça vous coûte cher et plus c'est compliqué de faire évoluer. Donc un logiciel qui est déjà très fonctionnel, c'est déjà compliqué de le faire évoluer pour des raisons utiles. Un logiciel qui a plein de problèmes de développement, ça devient très compliqué et très cher de le faire évoluer pour des raisons un peu inutiles. Donc il y a un gâchis de budget. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est réduire un peu la dette ou la viscosité du truc et, si possible, améliorer la perf. Ça va jusque-là? On est bon? C'était tout ce que vous aviez en tête? Ok. Bon, moi, je m'appelle Raphaël. Et là, le word cloud que vous voyez, c'est j'ai pris mon CV, je l'ai mis dans une machine, il m'a dit voilà les mots qui ressortent le plus souvent. Vous ne verrez pas Legacy, vous ne verrez pas Craftman. Je travaille essentiellement sur les problématiques opérationnelles de perf. Et je suis aussi data engineer, donc je fais du cloud, je fais de la data et je fais de la perf. Et donc en général, quand j'interviens, quand on me demande d'intervenir sur un sujet legacy, c'est en général pour résoudre un problème de sécurité, de perf, de quelque chose qui fait que ça ne marche pas très bien et qu'on devrait faire meilleur. Donc c'est mon biais dans tout ce que je vais vous présenter. Moi j'interviens en général parce qu'on a des problèmes opérationnels. Et comme exemple de ce que je fais, une des missions que j'ai actuellement, je travaille sur ce qu'on appelle un shopping engine dans l'hôtellerie. Le système s'appelle TARS. D'une grande chaîne d'hôtels françaises qui commence par A, que je ne nommerai pas. Et le but d'un shopping engine, c'est, si vous cherchez une chambre quelque part sur Internet, vous donnez une destination, une date d'arrivée, date de départ, nombre de personnes, etc. On va vous calculer est-ce que la chambre est disponible et combien elle va vous payer. D'accord? Donc sur cette vue-là, nous, on calcule tous les prix qui sont affichés, en fait. On fait que ça. C'est une brique absolument critique dans l'hôtellerie. Parce qu'en fait, ces prix-là, c'est ce qu'on voit sur le site principal de la marque. C'est aussi tous les prix qu'on distribue à Google, on les distribue à Expedia, on les distribue à Booking, on les distribue à tous les partenaires qui peuvent vous vendre une chambre. Donc si cette brique-là ne marche pas, vous ne pouvez pas réserver. Vous ne pouvez pas trouver de chambre d'hôtel pour le groupe. Autant dire que c'est une brique un peu critique pour le business. Et pour que vous puissiez suivre les exemples quand je vais les prendre, en gros, c'est un gros serveur d'API REST. Qu'on a migré sur AWS, enfin qui a été migré sur AWS parce que je n'étais pas dans l'équipe à l'époque, il y a donc un an et demi. Si ça vous intéresse la migration, mes collègues ont fait un talk sur la migration à Devox cette année, qui est très amusant. Et en gros, c'est une API JSON. On est sur AWS, on a pas mal de serveurs d'API parce qu'on a pas mal de trafic. On attaque un serveur une grille Hazelcast qui nous sert les données en live avec les performances dont on a besoin. Et ces données-là, en fait, viennent d'un gros système Sybase, qui est le cœur de la partie transactionnelle réservation, avec un composant qui s'appelle STC, qui fait la synchronisation de données entre les mises à jour de Sybase et Keyspaces AWS, qui est un Cassandra managé. Donc ça, c'était le projet quand je suis arrivé dessus à peu près. Pour vous donner une ordre d'idée, quand on est arrivé, il y avait un peu plus de 250 serveurs. C'est un gros système. On sert les prix d'hôtels de toutes les chaînes, de tous les hôtels de la chaîne, partout dans le monde, pour tous les partenaires. Ok, donc ça va servir un peu de fil rouge et d'exemple. Donc,
J'arrive sur un projet comme ça, on me demande de faire une évolution. En général, ce qu'on m'a demandé, c'était de revoir la partie synchronisation de données au départ. Et ben, on y va. Hein. Facile, il n'y a pas de souci. On est des warriors. Alors, il y a un truc qui a été écrit il y a un peu plus de presque 2000 ans maintenant, l'art de la guerre. Si vous y alliez comme ça, en vous disant de toute façon, je fais un refacto, j'y connais rien, c'est imbitable, ça ne sert à rien de le lire, on va refaire un nouveau, 99,9% de chances de vous planter. Si vous êtes très 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 fort, peut-être que vous y arrivez, mais globalement, vous allez vous planter. Parce qu'en fait, si vous avez un logiciel critique pour une boîte qui tourne depuis plus de 10 ans, il faut se dire, en fait, il était bon au départ. Il a bien été fait. Peut-être qu'il a mal vieilli, peut-être qu'il a mal été restauré par des gens au milieu. Il peut y avoir de la perte en ligne au fur et à mesure des gens qui évoluent, mais au départ, il était bon. Sinon, ça ne tient pas. Je ne sais pas combien de gens parmi vous ont écrit un logiciel qui est encore en prod 15 ans plus tard. Moi, j'en ai fait un. D'ailleurs, je suis un des contributeurs d'un vieux logiciel qui s'appelle Apache JetSpeed. Je ne sais pas si parmi vous, des gens ont souffert sur Apache JetSpeed. Je suis désolé, c'était moi. Je ne savais pas mieux faire à l'époque. On fait des logiciels du mieux qu'on peut, et s'ils sont bons, ils tiennent dans la durée. Et s'ils répondent à un besoin, ils tiennent dans la durée. S'ils tiennent, par définition, c'est qu'ils étaient bons. Il y a quelque chose à apprendre avec. Il ne faut surtout pas se dire on jette tout. Et donc dans ce talk, ce que je voudrais vous proposer, en fait, c'est un ensemble d'outils ou d'approches pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, comment on peut améliorer les choses progressivement. Et le process général il est assez simple, hein, c'est toujours le même process. On va faire des changements. La code base n'est probablement pas super propre pour faire des changements. OK, on va faire des changements quand même, parce qu'il faut qu'on les fasse. On va les tester. Vous n'avez pas de test, vous êtes mort. Hein. Mais quand je dis test, ça ne veut pas forcément dire test unitaire. Le logiciel a forcément été testé. Vous avez peut-être un process d'intégration, peut-être un process de non-régression, vous avez un process de test à un moment, parce qu'il a été mis en prod. Il est à l'efficacité qui est la sienne, pas forcément terrible, mais il y a un process de test et de non-régression. Peut-être qu'il faut l'améliorer. Une fois que vous l'avez testé, vous allez le déployer. Important de le déployer le change. Parce que c'est en fait en prod qu'on va voir des choses. Et ensuite, on va observer, potentiellement on s'est loupé, on va corriger des choses et on va refaire. Alors on n'est pas obligé de déployer en prod, potentiellement on peut déployer en qualif, en recette. Je veux dire, on n'est pas non plus obligé de faire directement mise en prod d'un vieux legacy en changeant toute la techno. Ça marche, ça se passe pas très très bien. Un des trucs qui est très très près quand vous voulez faire les premiers changements, alors c'est pas ceux auxquels on pense a priori, mais alors je vais prendre du Java parce que c'est là-dessus sur lequel je bosse principalement, c'est en fait de faire les upgrades de runtime. Vous êtes en Java 7, peut-être qu'il est temps de changer, peut-être qu'il est temps de passer au moins en Java 8, Java 11, Java 17, Java 21. Et en fait, ces upgrades-là sont beaucoup plus faciles qu'on ne le croit. Je n'ai pas dit qu'ils étaient triviaux. Ils sont beaucoup plus faciles qu'on ne le croit. J'ai vu beaucoup d'équipes passer des semaines à essayer de brainstormer sur comment ils allaient sizer leurs tickets. Au final, en fait, en 2 jours, c'est torché. Les upgrades de runtime, les upgrades de plateforme, donc Spring, si vous avez des dépendances Spring, Hibernate, etc., toutes vos grandes dépendances briques, les premiers trucs que vous pouvez faire, c'est essayer de les upgrader le plus vite possible et le plus haut possible. Et il y a un super outil que si vous ne connaissez pas, ça s'appelle OpenRewrite, qui vous fait énormément de choses automatiquement. Donc OpenRewrite, on s'en est servi pour upgrader, alors c'était du Spring Boot 2 parce qu'ils avaient déjà fait la conversion cloud, donc Spring Boot 2, Spring Boot 3, on est passé de Java 11 à Java 21, ça m'a pris une demi-journée. Le logiciel n'était pas complètement mauvais. On a fait un autre composant, ça nous a pris une semaine. Mais ça reste relativement facile. Et le gros avantage d'avoir fait ça, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait l'upgrade 1, potentiellement vous avez résolu vos problèmes de perf ou vos problèmes de sécu. Parce que vous avez probablement si vous êtes en Java 8, il y a probablement la sécurité qui vous gueule dessus depuis au moins 3 ans. Et en plus, vous avez accès à tous les nouveaux outils disponibles. Et c'est bien d'avoir les nouveaux outils disponibles. On peut faire des trucs sympas. L'autre truc qui est aussi très utile, c'est de revoir le build, potentiellement. Parce que le build est souvent un facteur majeur de lenteur et de complexité. Si vous pouvez streamliner le build, ça peut vous aider à aller plus vite et à souffrir moins. Et le gros avantage de toutes ces configs-là, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre ce que fait le métier. C'est 100% technique, c'est 100% mécanique. Normalement, vous êtes développeur, vous savez faire du Spring.
Vous ne savez peut-être pas le métier du shopping engine comme moi, parce que je ne le connaissais pas non plus. Spring Boot, upgrader de 2 à 3, aucun problème. Je comprends les problèmes, je comprends les décisions. Et ça me permet de me familiariser avec le code, ça me permet de voir un peu comment ça se travaille. Ça me permet de rajouter de la valeur très facilement au départ. Le deuxième problème que je vois très fréquemment, c'est la stratégie de migration, qui ressemble en général à ça. On a un existant, on va mettre un nouveau, on verra bien. On s'en fout de savoir si ça fait la même chose, si les clients peuvent passer de l'un à l'autre et tout, c'est pas grave, ils vont s'adapter. Et 30 ans plus tard, vous avez toujours les deux versions qui cohabitent, parce que vous avez toujours un client qui n'a jamais changé, parce qu'il ne peut pas changer, parce que ça lui change trop de dépendance, etc. Donc s'il n'y a qu'un truc où, à mon avis, vous êtes obligé d'y passer, ce serait, je pense, la seule recommandation forte que je vous ferais, c'est pensez à votre migration. C'est bien de faire une évolution, mais garantissez que vous savez faire une évolution, vous savez la livrer à les clients, que les clients savent l'utiliser, et qu'en cas de problème, vous savez faire un retour arrière. Si vous n'avez pas ça au départ, c'est beaucoup plus important que tout le reste, en fait. 90, et si vous avez une application avec la base de données, avec plein de trucs legacy, c'est 80% du boulot, ça va être là-dedans. Donc la migration, c'est vraiment le point critique. Alors malheureusement, dans un talk comme ça, je n'ai pas le temps de parler de tous les patterns de migration, et je crois qu'il y en a en plus aujourd'hui un talk qui en parle. Il y a quelques patterns classiques. Alors je peux juste faire un switch legacy évolution, quand ma base de données est compatible. J'ai juste changé quelques règles métiers au centre, c'est assez facile. Si je peux faire du... donc ça, c'est le premier pattern, celui-là. Celui à gauche, voilà. Le deuxième... Oups. Attendez, excusez-moi. Le deuxième pattern en haut, c'est toujours un simple switch, mais en fait, j'ai un changement de données. Donc en fait, je suis capable de switcher sur la base des données. Donc typiquement, dans notre cas, par exemple, on peut switcher sur un hôtel. Donc j'ai un hôtel qui travaille dans l'ancien système, et un hôtel qui travaille dans le nouveau système. Ça marche du moment que vous avez un problème de synchro asynchrone qui vous permet de dire, en fait, maintenant cet hôtel-là, je le migre dans le nouveau système. Il y a en bas le pattern de Strangler, où en fait, vous mettez un truc en frontal qui délègue tout à l'ancien, parce qu'au départ, il ne fait rien. Et ensuite, au fur et à mesure, vous écopez la fonctionnalité dans le nouveau. Ça, c'est plutôt quand vous faites une nouvelle brique. Quand vous ne faites pas évoluer l'ancien, mais vous faites une toute nouvelle brique. Et après, en bas à droite, c'est le pire cas. C'est, bon, en fait, j'ai changé l'API au front, donc les clients ne peuvent pas migrer trivialement. Donc, il faut que je vive avec les deux API. En plus, j'ai changé le back-end aussi, donc je ne peux pas mutualiser mes données. Ça, normalement, c'est la porte de l'enfer. Dans 10 ans, vous y êtes encore, probablement. Donc il faut réfléchir à sa migration. Je ne peux pas vous donner laquelle est la bonne, parce que ça dépend du contexte, ça dépend de ce que vous faites. Mais ayez votre plan de migration avant de faire quoi que ce soit. Et là maintenant, ce qu'on va voir, c'est des outils. C'est comment travailler, comment investiguer des choses, et comment peut-être manipuler des outils que vous ne connaissez peut-être pas trop. Je pense que dans l'assistance, vous en connaissez au moins tous un. Peut-être pas le même. Et j'espère que vous en apprendrez au moins un neuf. Et le premier outil, la première casquette, c'est les outils de l'architecte. Donc vous avez un magnifique tas de bout. L'architecte, son problème, ça va être de la compréhension de la structure. Voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'organise un peu globalement. Si vous rentrez directement dans le code, vous n'allez peut-être pas voir la partie générale. Et dans la structure, en fait, le but, c'est un peu de faire de l'archéologie, pour le coup. C'est de se dire, OK, qui a fait quoi quand, quelles étaient les structures de départ, quelles étaient les fonctionnalités qui étaient vraies dès le début et qui sont probablement bonnes, et celles qui le sont peut-être un peu moins parce qu'elles ont été patchées rapidement, etc. Alors ça, par exemple, ça vient de la doc du système sur lequel je bosse. Ça vient du PowerPoint, une des rares docs qui me reste. Le PowerPoint pour vendre le projet. Donc, Imagine, c'était dans la slide. C'est vraiment la slide laquelle. Et vous voyez plein de choses intéressantes, en fait. Moi, ça m'a donné plein d'idées. Parce que Sybase, clairement, c'est vu comme un truc dont il faut se protéger. STC est un barrage. Donc le but, c'est probablement, il y a trop de mises à jour, il y a trop de données. On fait un barrage pour alimenter un système de façon plus régulée. Ça a été écrit il y a 15 ans. La première chose que je me suis dit en arrivant là-dessus, c'est je parie qu'on peut le gérer en direct. Je parie que j'ai plus besoin de barrage. J'ai 15 ans d'évolution de techno dans la vue, j'ai 15 ans d'évolution du hardware dans la vue, j'ai 15 ans d'évolution du réseau dans la vue. Je suis certain que le barrage, je peux le gérer en direct. Première chose qui m'est venue, premier pari de dire, OK, en fait, ça, c'était une vraie problématique qu'ils ont eue à l'époque, qu'ils ont documenté quelque part implicitement.
Donc il faut quand même se dire, tiens, je vais le décoder. Et ensuite, ah oui, mais ça me donne des idées pour la refonte. Parce que je pense que cette condition-là n'existe plus. Je suis capable de faire mieux maintenant. L'autre chose qu'on peut regarder, c'est les historiques de version control. Alors on va faire une petite démo parce que j'adore cet outil. Quelqu'un connaît ClickHouse dans la salle? Donc, quelqu'un? Ouais, il y en a toujours quelques-uns. Donc ClickHouse, c'est une base de données OLAP. Oups. Et en fait, ils fournissent un petit... Donc c'est une base de données SQL standard. Et ils fournissent un petit outil en ligne de commande. Je n'ai plus mon... ClickHouse. Donc là, j'ai fait un checkout de Spring Boot. Et je peux lancer une commande qui s'appelle ClickHouse Git Import. Et ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me parcourir tout le repository Git et il va me le transformer en fichier que je peux loader dans des tables SQL. Ça fait alors ça prend un peu de temps parce que Spring Boot, il y a beaucoup de commits. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est que donc il parcourt tout l'arborescence Git et il log tous les commits, tous les auteurs, tous les file change et le contenu de chaque change unitaire. Et il me sort des fichiers CSV que je vais un peu importer dans la base. Et ça prend encore quelques secondes, ça ne va pas être très très long. Attendez. D'ailleurs, ça va? Vous voyez tous bien en termes de grandeur d'écran et de caractère au fond? Et avec ça, après, je vais pouvoir faire des requêtes SQL pour analyser mes dépendances. Et puis, comme je fais de la data, je vais me mettre des dashboards parce que j'aime bien les dashboards. Voilà, il a fini. Donc là, il m'a exporté genre 30 000 commits. Et après, en fait, si vous avez créé les tables, il vous donne dans la doc comment créer les tables. Vous avez juste à importer les changes. L'import va beaucoup plus vite. Et là, c'est importé. Et donc, quand on fait ça, oups, on peut utiliser un outil de dashboarding, donc genre Grafana, pour voir l'historique de Spring Boot. Et on voit que, typiquement, Spring Boot, c'est un projet actif. Les lignes de code continuent à grandir au fur et à mesure. Le nombre de commits est stable dans le temps. Donc c'est un projet qui vit encore. Si on commence à regarder dans les développeurs, on se rend compte qu'en fait, il y a une grande communauté, mais il y a quand même quelques core contributeurs. Hein. Il y a quand même 3 personnes qui se démarquent un petit peu de tous les autres. Donc ça veut dire que le core system, en gros, Spring Boot, c'est 3 personnes qui le maintiennent depuis le début et qui le font évoluer, et c'est eux qui sont le socle central. Et on voit qu'il y a des personnes qui sont passées, qui ont des périodes d'activité fortes et puis qui sont repartis en fait. D'accord? On peut voir plein de choses. Alors, par exemple, ça, c'est une vue qui prend tous les commits qui ont été faits sur Spring Boot, qui split en mots et qui fait un word cloud. Et vous voyez que l'obsession de Spring Boot, en fait, c'est de faire du polish. C'est bien, c'est beau. Plus intéressant, par exemple, celui-là. Ça compte le nombre d'auteurs qui ont touché le code. Donc pour chaque fichier, combien il y a eu d'auteurs différents dans le code. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que c'est le nombre de personnes qui connaissent ce que fait le code. Et vous voyez qu'en fait, 30% du code, c'est 2 personnes qui connaissent en moyenne. Plus de 50%, c'est 3 personnes. Et avec 75% du code de Spring Boot, il y a moins de 3 personnes qui ont touché dessus. Ça veut dire que ces 3 personnes, c'est pas très dur de les identifier vu leur chemin de commit. Ça veut dire probablement que si on perd une de ces 3 personnes sur le projet, il y a une perte sensible de données. Donc après, il n'y a plus qu'à voir sur quoi ils ont travaillé pour savoir finalement c'est là-dessus qu'il faut se concentrer s'il y a des gens qui partent ou s'il y a des gens qui arrivent. L'autre chose, c'est que aussi, si vous pouvez voir en identifiant les personnes, en voyant ce sur quoi ils ont travaillé, vous pouvez vous dire ça, c'est probablement le plus conforme à l'architecture. Ils ont été au départ, c'est eux qui ont fait le système, c'est eux qui le comprennent le mieux, donc c'est probablement correct. Tout ce qui a été fait par quelqu'un, là, par exemple, qui est arrivé genre ici, qui a fait peut-être 50 commits pendant 1 an, 10 ans après l'arrivée, s'il n'a pas été bien coaché, il y a des chances que ce ne soit pas forcément terrible. Donc ça vous permet d'isoler déjà dans votre grande code base, ok, il y a ça à regarder, ça c'était pas mal, ça c'est à voir. Si je vous montre un peu ce que ça donne. Donc ça, c'était le projet sur lequel j'ai attaqué au départ. Alors vous voyez déjà très clairement l'effet legacy. Donc ça a bossé pendant 2 ans. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, oh là là,
C'est compliqué, hein, on va s'arrêter. Et si vous regardez dans les historiques de contributeurs, on voit très clairement que les personnes qui ont... Alors je les ai anonymisées parce que je ne les connais pas, je ne voudrais pas insulter quelqu'un dans la salle. Parce qu'on voit très clairement que les gens qui ont lancé le projet ne sont plus là, et ne sont plus là depuis un moment. Cette personne-là, là, le HB5, très clairement, c'est lui qui a initié le design de ce système, et il est parti en 2018. Donc ça fait 6 ans que ça tourne, et que les gens qui font du code maintenant, en fait, ils n'ont eu aucun recoupement avec la personne principale. Donc ils n'ont aucun moyen d'échange ou quoi que ce soit. Hein. Donc tout ça, ça vous permet de guider, en fait, quand vous regardez le code, ok, ça c'est peut-être un truc auquel je dois faire attention, ou cette partie-là est probablement meilleure que l'autre, ou quand je vois que ça a été commité par telle personne, je peux lui faire confiance, et par telle personne, peut-être qu'il faut que je m'intéresse plus. C'est pas encore vraiment du refacto, mais ça vous aide à identifier des points qui sont potentiellement intéressants. Alors j'ai pas le temps d'en faire trop, parce qu'il y a déjà plein de choses à passer. Si le dernier, quand même, c'est vachement intéressant aussi, ça, c'est l'âge du fichier. Notamment, ça veut dire c'est l'âge du dernier commit. Donc vous voyez, en fait, il y a toute une section de fonctionnalités qui n'a pas changé depuis le début. Probablement qu'elle marche bien et qu'il n'y a pas besoin d'en faire grand-chose. Même si elle est pourrie, même si elle n'est pas documentée, même si elle n'est pas testée, ces fichiers-là ont l'air de marcher. On y touche peu souvent. Ceux-là, ceux qui sont... ouais, on a passé notre vie à les changer, on a passé notre vie à faire du refacto, peut-être que ceux-là sont plus intéressants à regarder en termes de code. D'accord ? Ces outils-là, ça ne vous donnera pas comment résoudre les problèmes, mais ça peut vous aider à isoler les points intéressants. On va repasser sur les slides. Ah non. Excusez-moi, j'ai un misclick. Voilà. L'autre structure qui est intéressante, c'est d'utiliser vos IDE, parce que je suis sûr que vous avez tous des IDE extrêmement sophistiqués, qui peuvent vous donner des structures de code. Donc là, par exemple, dans IntelliJ, c'est la vue matrice de dépendance. Qui utilise la matrice de dépendance? Qui savait que ça existait? Utilisez-le, c'est vachement intéressant. Ça vous montre en fait quelle classe ou quel package utilise quel autre package. Donc là, dans ma vue, là, le package IRMA-WS qui est tagué en vert, c'est le package qui utilise, et tous les packages qui sont tagués en jaune sont des packages qui sont utilisés. D'accord? Donc là, ça veut dire que IRMA-WS, en fait, utilise le Core as a Class Client, le Price Service, le Dispo Framework RG et le Core Model. Donc ça vous permet de voir quelles dépendances majeures existent entre vos différents modules, et potentiellement voir, par exemple, je ne sais pas s'il n'y a pas un truc qui vous choque, mais moi, ça m'a choqué au départ, si vous regardez IRMA Common, le premier, Core Common, il n'utilise rien et il dépend de rien. En fait, c'est un package qui n'est pas utilisé. Voilà. Donc rien que ça, en fait, vous savez déjà qu'en fait, on peut faire un delete sur ça. Il ne sert pas. Tout à l'heure, je vous montrerai, parce qu'en fait, là, c'est la vue réduite d'IntelliJ pour que ça rentre dans les slides, mais on peut voir la dépendance au niveau classe. Donc on peut voir directement quelle classe utilise quelle classe. Et en regardant les formes globales, on peut voir directement l'architecture software. Est-ce que c'est fait par domaine? Est-ce que c'est fait en couche? Vous avez le modèle qui est utilisé par tout le monde, vous avez les services. Donc on peut voir directement pas mal de choses sur l'architecture logicielle comme ça. Troisième point, quand il n'y a pas de doc, il faut l'écrire. Et alors PlantUML est un excellent outil pour écrire la doc. Qui connaît PlantUML? Ouais, la majorité. Mermaid.js pour ceux qui sont plus modernes. Le gros avantage de PlantUML, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, vous écrivez du texte et il en fait une image. Et ça, c'est bien parce que écrire du texte, c'est facile à faire avec des scripts. Donc vous pouvez écrire des scripts qui vont vous générer votre doc. Et ça va vous faire un layout qui est plus ou moins sympathique, mais ça va vous faire un layout. Est-ce que j'ai le temps de faire une démo? Allez, on va tenter. Juste pour un truc. Alors là, pour le coup, je vais parler aux vieux qui font du PHP, du Java. Qui a utilisé JavaP dans sa vie? Avant Internet, c'est comme ça qu'on regardait les méthodes d'interface. Quand on n'avait pas téléchargé le Javadoc avant et qu'on n'avait pas d'accès au... JavaP, en fait, c'est un moyen de décompiler...
En fait, vous lui donnez une classe et il va vous lire l'interface de la classe. Voilà, et il vous print les méthodes de la classe. Il peut vous faire du désassemblage, des choses comme ça. Et ce qui est bien, par exemple, c'est que là, cette classe-là, que j'ai un tout petit peu manipulée à coup de sed, parce que voilà, pour relever le public class en fait en particulier. Ça, c'est légal en plante UML. Ouais. Si vous ne voyez pas, excusez-moi. Ça, c'est légal en plante UML. Je peux coller ça dans mon diagramme et ça va me faire une représentation de classe en me disant voilà les attributs qu'il y a dans la classe. C'est sympa quand même. Donc je peux itérer sur plein de JavaP, commencer à sortir des classes, dire bon, maintenant ça dépend de ça, et refaire une petite doc bout par bout, au fur et à mesure de ma compréhension du système. Sinon, si comme moi vous êtes un peu flemmard, une fois que vous avez commencé à faire ça, ah zut, j'ai pas de réseau, je ne vais pas pouvoir le montrer, je l'avais dans l'historique, mais je ne peux pas accéder à mon historique. Vous pouvez demander à Copilot, ChatGPT ou qui vous voulez de le faire. En fait, à partir du moment où vous êtes capable de dire j'avais une classe, j'ai fait ça comme diagramme, vous en faites deux comme ça à la main, vous lui dites fais-moi ça pareil pour les autres, il le fait très bien. Donc vous pouvez rapidement utiliser ces outils-là pour générer du code, enfin pour générer de la doc plutôt, de façon efficace. Après, on arrive quand même au dev. Parce que là, on n'a pas parlé de code en fait. C'est les architectes qui ne savent pas coder, c'est bien connu. Donc là, vous êtes Craftsman, vous avez plein de techniques. Et vous savez qu'il y a un ouvrage de référence pour travailler dans le legacy, ça s'appelle Working Effectively with Legacy Code. Michael Favers, tout le monde l'a lu? Ok. Je vais vous le résumer en 4 étapes, c'est pas compliqué. Vous changez le code pour qu'il soit testable. Vous écrivez le test unitaire, vous faites votre changement, et ensuite, vous vérifiez que vous n'avez pas cassé vos tests. C'est pas mal. En gros, le bouquin, c'est ça. Hein. Et après, il y a 450 pages d'exemples de comment il peut faire des trucs. Parce que le problème, c'est le step 0, en fait. Parce qu'il faut changer le code, parce que s'il n'est pas testable et qu'il n'est pas testé, pour le rendre testable, c'est déjà un changement que vous ne pouvez pas tester à l'avance, puisque vous ne savez pas ce que vous cassez. Donc il y a quand même un catch-22, l'auteur le savait bien, et donc il a essayé de dire, alors dans ce cas-là, vous faites comme ça, dans ce cas-là, vous faites comme ça, 450 pages. C'est disponible sur Internet Archive, il est sympathique, il faut l'avoir sa bibliothèque, ça fait bien. Je pense qu'il est un peu obsolète, parce qu'en fait on a mieux, et puis ça ne marche pas dans tous les cas. Ça, là, le truc, la grappe de raisin que vous voyez, c'est mon software. En fait, c'est un moteur de règles interne. Il y a un peu plus de 250 règles. On a des tests unitaires sur toutes les règles. Tous nos bugs ne sont pas unitaires. Tous nos bugs, c'est des problèmes d'interaction entre les différentes règles, parce qu'en plus, c'est fortement paralysé pour avoir les contraintes de perf. Donc tous les bugs, ce n'est pas du tout lié aux tests unitaires. Les tests unitaires ont beaucoup de mal à les capter parce que je ne peux pas envisager tous les cas possibles, prévoir tout ce que les queries utilisateurs, prévoir tout ce que les hôtels peuvent imaginer comme pricing et comme modèle de pricing, et prévoir tous les modèles d'interaction. Donc quasiment tout ce qu'on capte, en fait, c'est au niveau intégration et ce n'est pas trop au niveau unit test. On a plein d'unit tests, on ne les regarde jamais. Enfin, moi, je ne les regarde jamais, en tout cas. Parce qu'il marche toujours, jusqu'à ce que je fasse un refacto et il casse parce que j'ai fait un refacto. Ou j'ai supprimé la classe. Le vrai truc qui va vous aider à gérer le legacy, c'est refactoring. D'accord ? Refactoring Martin Fowler, celui-là, je vous conseille fortement de le lire, par contre. Surtout la version 2, parce qu'il est remis à jour. Et refactoring, c'est un peu comme avoir une perceuse. Avant, Working Effectively with Legacy Code, c'est comment utiliser une chignole de façon efficace. Refactoring, c'est j'ai une perceuse, ça va plus vite et j'ai moins de problèmes. Donc il faut savoir utiliser refactoring, et en fait on peut faire du refactoring en faisant plusieurs choses différentes. La première chose de refactoring, c'est juste nettoyer le code. Le code mort, les comments, on ne sait même pas ce qu'ils veulent dire parce qu'en fait ils n'ont jamais été modifiés, mais le code a été modifié, virez-les. Honnêtement, si vous arrivez sur un projet et que personne n'est capable de dire pourquoi le comment existe, virez-le. Parce que vous sauvez votre prochain collègue de se poser la même question. Personne ne sait, de toute façon, autant le virer. Je vire beaucoup de zombie tests. Je ne sais pas, qui a eu l'occasion d'avoir des tests unitaires qui passent alors que le code n'existait plus? Voilà. C'est bien les mocks, mais ils s'en foutent de savoir si le code en dessous existe, en fait.
Le mock marche, donc le code marche. Je fais beaucoup de Lombokify au départ. Je ne sais pas, Lombok, ça vous parle tous, je pense. Parce qu'en fait, ça permet d'éliminer du code. Ça permet d'enlever tous les setters et getters qui sont toujours très automatiques, qui n'ont pas beaucoup de valeur. Et comme ça, on ne voit que les méthodes qui ont vraiment un sens métier. Et puis ça fait des commits à moins 20 000 lignes, c'est toujours sympa. Et le dernier, c'est évidemment, je pense que c'est le truc que tout le monde fait en refactoring de base, c'est je renomme mes variables, je renomme mes méthodes, je renomme mes classes. Il faut juste faire gaffe à savoir quel est le scope du rename. Notamment, renommez pas vos objets qui sont des contrats d'API externes. En général, ça casse les clients. Je l'ai fait. Hein. Coupable. Mais ouais, donc en fait, savoir isoler que ça, c'est visible des clients, donc il ne faut pas y toucher parce que c'est le contrat d'interface. Donc même si c'est pourri, il ne faut pas y toucher. Et le reste, on peut y toucher autant qu'on veut. Au fur et à mesure qu'on comprend le code, on peut le simplifier. Ça, c'est vraiment, je pense que tout le monde fait ça plus ou moins de base. Le deuxième truc, et je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des mots, c'est ça qui m'embête, c'est d'utiliser refactoring pour reshaper, donc pour faire du design en fait. Et là, pour le coup, on n'utilise pas forcément les mêmes refactoring. Quand vous faites du refacto de code, c'est surtout du rename et du delete, mais ce n'est pas du refacto. Là, quand on fait du reshape, en général, on va faire du extract, méthode, variable, parameter, et beaucoup de inline. Qui fait du inline? Pas assez de gens. Pas assez de gens. Honnêtement, inline est l'outil qui vous sauve dans les legacy. Là, parce que le plus gros défaut que vous avez dans les legacy en général, c'est que le code a été explosé à plein d'endroits, ça devient une soupe impossible à lire, et en fait, le seul moyen de se débrouiller, c'est de tout inliner, de faire une méga code base complètement pourrie de 30 000 lignes, et ensuite de rappliquer vos techniques de Grafman pour dire, OK, maintenant que je vois ce que ça fait vraiment, déjà, je peux me dire, tiens, il y a des trucs en doublon ou qui ne servent pas, et ensuite, je peux les réexporter, je peux les réassigner les fonctions à le jouer, etc. Mais tant que vous n'avez pas inliné, en fait, tant que vous restez dans la structure que vous avez été imposée par votre structure de code, vous n'arriverez pas à vous en défaire. Donc il ne faut surtout pas respecter le code, en fait. Faut pas se dire, il faut qu'il soit parfait au départ. Non, il doit être parfait à la fin. Au milieu, vous faites ce que vous voulez, du moment que ça marche à la fin et que ce soit propre à la fin. Et l'inline est la meilleure méthode. Et le dernier point, et ça aussi c'est un truc que pas assez de gens font, à mon sens, c'est de faire de l'exploration à base de refactoring. Ce que je veux dire par là, tout le monde connaît le film Edge of Tomorrow, ou la manga. Le concept de Edge of Tomorrow, c'est Tom Cruise, en fait, a un super pouvoir. Il meurt, à chaque fois qu'il meurt, il revient dans le temps, et il peut recommencer. Jusqu'à ce qu'il arrive à sortir de la plage où il se fait tuer toutes les 15 secondes. On a le même pouvoir, en fait. On a Git. Git est une machine temporelle. Si vous vous trompez, vous pouvez revenir en arrière. Donc ce que vous pouvez faire avec le code, c'est dire, je vais faire un truc qui est très dangereux. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va m'exploser à la figure. Si ça m'explose à la figure, c'est pas grave, rollback, je recommence. J'aurais appris quelque chose. J'aurais appris que ça m'explose là à cause de ça. Et progressivement, je vais commencer à comprendre, je vais faire des challenges de moins en moins risqués ou qui me permettent d'aller de plus en plus loin. Et donc la seule chose, la façon dont je fais ça, moi, c'est en général, je me donne 1 heure ou 2 heures. Je fais un change qui me paraît intéressant à faire dans la code base. Et je vois la conséquence que ça a. Ce n'est pas un change safe. Faites des changes safe, c'est du refactoring, c'est assez facile. C'est un change unsafe. Le truc, c'est que je sais que si ça ne marche pas, et je vois que ça ne marche pas, je vois que ça m'oblige à détricoter tout le système, rollback. J'aurais appris quelque chose. Et je peux recommencer, je peux faire ça 7-8 fois dans la journée. Dans une semaine, je peux faire ça 40 fois. À la fin de la semaine, je suis à peu près certain d'avoir trouvé 2 ou 3 axes dans lesquels je peux effectivement faire un changement qui va marcher et qui va améliorer les choses. Vraiment, prenez cette notion de je peux faire un rollback dans le temps parce que Git me le permet. Oups. Oh, décidément. Je ne fais pas ça du tout que je voulais faire. Je vais quand même faire un tout petit peu de début de démo. Je n'ai pas le temps de faire le refactoring complet parce que voilà. Sinon, je vais dépasser mon temps très largement. Donc ça, c'est du vrai code de prod. Remuneration Helper. Vous verrez vite qu'il y a le mot taxe qui revient assez fréquemment chez nous. C'est un problème récurrent dans la gestion des taxes dans l'hôtellerie, parce qu'il y a plein de taxes qui ne s'appliquent pas au même moment, etc.
Et là, ce que je vais vous montrer, c'est que déjà, vous voyez que j'ai un petit plugin qui me dit « Tiens, t'as trop d'arguments dans cette méthode. » Vachement utile, parce que vous n'aviez pas remarqué, je suis sûr. C'est comme Sonar, hein. Ça c'est pourri. Ah, mais merci. Je le savais en fait. Ce qui est intéressant dans IntelliJ, et c'est par exemple quelque chose qu'il n'y avait pas du temps de Working with Legacy Code, et qu'on a maintenant, c'est quand vous pouvez savoir qui utilise cette méthode. IntelliJ va vous dire, oui, mais en fait, il n'y a qu'une fonction qui appelle cette méthode. Il n'y a qu'une méthode. Et cette méthode-là, quand on regarde, c'est marrant, putain, c'est des trucs hard-codés. Je passe des paramètres, mais en fait, c'est toujours 0. Bon, en plus, il y a un énorme smell en plus à l'intérieur de ce code-là, c'est quand vous voyez des méthodes qui finissent par des booléens, et des booléens de booléens, et des booléens de booléens de booléens, vous savez que ça a été patché 5 fois. Parce que c'est quelqu'un qui s'est dit « Oh, ça me fait chier de changer de structure, j'ai juste rajouté un if, et puis ça passera bien. » Ok, donc en fait, là j'ai vu par exemple que rémunération amount et rémunération discount amount, dans le cas de cette méthode-là, c'est toujours 0. Eh ben, on ne va pas faire comme si les deux méthodes étaient pareilles, parce qu'en fait, ils ont essayé de garder la même signature de fonction. Eh ben, on va faire un inline de la méthode. Là, je vais dire inline le paramètre. J'ai plus besoin que tu me le passes, je sais que c'est 0. C'est le seul appel. C'est un legacy, ça fait 15 ans que ça tourne comme ça, j'ai pas tout d'un coup quelqu'un qui va s'amuser à m'appeler. Hein. Et là, je peux faire pareil. Ça, c'est un 0 aussi. Puis tant qu'à faire, je peux regarder comment sont les autres paramètres. Et là, c'est marrant parce qu'en fait, tous les autres paramètres, je passe CTX et ensuite je passe des fonctions sur CTX. Ouais, je pense qu'on peut se permettre de dire inline non. Alors, IntelliJ veut pas. Alors, je vais dézoomer parce que sinon je vais avoir des problèmes. IntelliJ veut pas le faire automatiquement parce que je change. Là, je sais que c'est la même CTX, mais lui, il sait pas. Donc ça, je peux faire ça et puis je peux faire ça pareil sur lui. Hein. Et là, tout d'un coup, ma méthode, moins de paramètres. Elle fait la même chose. Et vous avez vu que tout ce que j'ai fait, en fait, c'est safe. Je n'ai pas besoin de rajouter les tests unitaires pour le faire. Mon IDE m'a fait tout automatiquement. C'est relativement safe. Et là, je peux continuer, par contre. Je continue à passer des zéros et des choses hard-codées. Bon, sauf que là, cette méthode-là, elle est appelée 2 fois. Parce qu'elle est appelée par celle-là et elle est appelée par celle-là. Donc les deux premières méthodes appellent la troisième en lui passant des paramètres. Donc je ne peux pas faire la même méthode de inline les paramètres parce qu'en fait je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un inline méthode. Oups. Et je vais lui dire, recopie-moi la méthode à l'intérieur, mais garde la vraie. Donc globalement, je vais dupliquer la méthode. Alors vous allez me dire, ça fait de la duplication. Oui, on s'en fout. C'est à la fin qu'on verra. Parce que le truc, c'est que là, j'ai inliné la méthode, mais je vais injecter des paramètres constants. Donc ça va probablement avoir des impacts sur ma logique. Et là, par exemple, on voit que je teste pour voir si un prix est inférieur à 0. Alors je peux vous le dire, dans l'hôtellerie, ce n'est pas légal. Donc là, techniquement, ce n'est pas du refacto. J'injecte de la connaissance métier, je sais qu'on ne vend pas les prix inférieurs à 0. Donc je sais que dans ce cas-là, en fait, si j'ai rémunération à 0, je ne peux pas être négatif, cette condition ne peut pas être vraie. Et là, je me retrouve à negation accommotion part égale negation accommotion part. Ce n'est pas très intéressant non plus, en fait. Hein. Donc je peux commencer à simplifier un peu tout ça. Un autre truc que vous avez intérêt à faire quand vous faites ça, c'est souvent créer des variables pour éviter de se répéter, pour éviter de répéter la même accesseur, etc. En fait, quand vous faites du refacto, vous voulez les virer. Donc par exemple, globalement, negative accommodation part, je peux lui dire, vas-y, maintenant, tu m'utilises directement les contextes. Celui-là, pareil, on va le virer. Celui-là, on va le virer. En fait, quand je dis le virer, c'est pas que ça vire, c'est que ça, au lieu d'avoir utilisé la variable, je vais directement réinjecter le système, la valeur au départ. Techniquement, il faut quand même qu'on fait ça, vous regardiez s'il n'y a pas d'autre utilisation au milieu, parce que vous pourriez changer l'état d'un objet interne, etc. Là, je connais le code, donc je sais que ça ne le fait pas. Mais donc, il y a un peu sachant que de toute façon, il va vous bloquer potentiellement si vous réaffectez la variable. Il va vous dire non, en fait, sa variable est nécessaire parce qu'elle est réaffectée. Bon, on voit aussi que par exemple, on a défini 2 variables, ça tombe bien, ça fait la même valeur.
On met la même valeur dans deux variables différentes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces variables? Est-ce qu'on les réaffecte d'une façon ou d'une autre? Non. La première, non. Elle est toujours utilisée mais pas réaffectée. Et la deuxième, elle est juste passée en variable à l'appel du bout. Donc en fait, je n'ai pas besoin de deux variables. C'est la même chose. Donc on va garder un nom. Bon, accessoirement, vous pouvez voir la joie du franglais dans le code. Mais bon, on n'est pas à un détail près. Donc la technique pour faire ça, typiquement, c'est vous réaffectez, vous savez que c'est la même chose, donc vous réaffectez les deux, et ensuite vous dites, en fait, je vais inliner l'utilisation de tarsprice. Et donc automatiquement, en fait, l'IDE va vous remettre tout le brut tarsprice là où il était utilisé. OK? Donc ça, c'est la logique. Je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas aller plus loin. Si vous voulez, je peux vous montrer quand on finit le refacto, parce que je l'ai fait tout à l'heure. Puis je l'ai fait en vrai. Quand on finit le refacto, en fait, on obtient à la fin, alors pas à la fin parce que je ne suis pas allé au bout, mais on n'a plus de méthode imbriquée, parce qu'en fait, on se rend compte que tous les montants sont toujours les mêmes dans le cas où la rémunération est à 0. Intuitivement, ça fait un sens. Quand vous n'avez pas de rémunération d'intermédiaire au milieu, le net et le brut en fait, veulent dire la même chose, et donc ça simplifie plein de calculs. Donc en fait, ils ont complexifié plein de calculs parce qu'ils ont voulu faire un cas générique, au lieu de faire 3 cas spécifiques qui traitaient vraiment la complexité métier de chaque cas. Je pense que vous avez les mêmes problèmes dans vos codebase. Tant que j'y suis rapide... Non, trop tard. Hop. Et après, vous avez quand même une troisième catégorie d'outils, qui sont les outils DevOps. Qui se dit DevOps dans la salle? J'en connais au moins un. OK. Le truc dans les DevOps, quand on fait du DevOps, etc., c'est on sait qu'on n'est pas parfait, mais on va gérer notre imperfection. Quand on est développeur, on essaie de rendre un truc où on a garanti qu'on était 100% vrai. Quand on est DevOps, on essaie de garantir que si on pète pas trop fort. On va contrôler l'explosion, on va être capable de faire du rollback, on va être capable de revenir. Donc en fait, vous pouvez tout à fait, quand vous commencez à faire du factoring de dev, travailler sur votre pipeline de livraison pour dire, OK, en fait, je sais que je prends des risques dans mon code, parce que je n'ai pas une couverture de test parfaite, mais je vais gérer le risque soit en faisant des canary deployment, c'est-à-dire en fait, sur mes 200 serveurs, je vais en déployer un avec la nouvelle version. Je vais voir ce qui se passe. Et si personne ne s'en rend compte, c'est peut-être que je n'ai pas trop fait de conneries. Et si ça s'en rend compte, j'aurais cassé que 1/200e de la prod. C'est moins grave que de casser toute la prod. Feature flipping, c'est j'ai livré quelque chose, mais je ne l'ai pas activé, et je peux l'activer à tout moment et le désactiver à tout moment. Pareil, ça me dit, je peux livrer un truc spéculatif, mais j'ai un moyen facilement de revenir en arrière et que personne ne le voit. Et après, si vous faites des tests fonctionnels, vous avez rajouté une nouvelle feature, vous n'êtes pas trop sûr, A/B testing. Alors, quand on fait des API, c'est un peu plus difficile que de faire quand on le fait sur le web, mais ok, j'ai 2 versions et je peux rerouter une partie utilisateur vers l'ancienne, une partie vers les nouveaux, et voir est-ce que la feature marche bien comme prévu, sachant que je n'ai pas tout cassé pour tout le monde. C'est toujours la même idée, c'est de contrôler le périmètre de failure potentiel et de le gérer. Et à la fin, ce qu'on a fait aussi pour la partie opérationnelle, c'est qu'on a juste fait du traffic mirroring. On prend notre infra de prod, toute notre infra de prod, on a mis une deuxième infra à côté avec notre nouvelle version, et on fait une copie du trafic rentrant, parce qu'on n'a pas d'écriture, donc c'est facile. Et comme ça, on peut voir est-ce que les performances opérationnelles sont meilleures, est-ce que la résilience est la même, est-ce qu'on pète des NPE, etc. Donc on a plein d'outils au niveau DevOps, et si vous ne travaillez pas avec un DevOps quand vous faites du legacy, vous devriez. Le but est de faire des équipes pluridisciplinaires. Si vous n'avez pas les compétences, ce n'est pas grave. Quelqu'un, probablement chez vous, les a. Il ne faut pas travailler forcément dans son coin en tant que développeur. L'autre outil que je voudrais vous montrer, c'est toute la partie observabilité. Les outils d'observabilité, c'est les débuggers, quand on est en local, tout le monde les connaît, j'espère. On a des profilers, on a des APM, donc Application Performance Manager. On a des protocoles genre Open Telemetry, où on peut envoyer des métriques, des spans, etc. Si vous avez des legacy, probablement que ce n'est pas fait. C'est un excellent axe pour commencer à reprendre la main sur le système, parce que ça va vous donner à voir ce que vous avez dedans. Et en particulier, ça sert aussi en dev. Et c'est là où il n'y a pas forcément cette culture en tant que dev, c'est des outils comme des APM. Alors, l'APM que j'adore, c'est Glowroot.
Glowroot, c'est un agent Java. Il n'y a pas besoin d'installer, vous téléchargez, vous démarrez votre application, vous dites java agent glowroot.org, et ça vous donne un dashboard. Il va vous dire toutes les requêtes SQL qui passent, si c'est instrumenté de base. Il connaît Spring, il connaît JPA, il connaît Hibernate. Il va vous dire pour chaque endpoint comment ça marche. Et le gros truc qui est super intéressant, c'est que vous pouvez lui demander de faire des instrumentations custom. Vous pouvez dire, à chaque fois que je passe dans cette méthode dans le code, tu vas me mesurer le temps que je passe, ou tu vas m'écrire une ligne spécifique pour me dire que je suis passé là-dedans en introspectant mes données. Il me reste très très peu de temps, donc je vais quand même vous le montrer parce que c'est quand même super sympa comme outil. Donc là, comme je ne peux pas lancer l'application la vraie sur mon poste ici, parce que je suis pas j'ai pas de données, je ne suis pas sur le réseau. Je l'ai fait sur Pet Clinic de Spring. Donc voilà, vous avez tous les endpoints Pet Clinic de Spring, etc. Ce qui est intéressant, c'est quand vous les mettez un seuil. Attendez, je vais vous montrer la config quand même. Donc dans l'instrumentation, je peux lui dire en fait, crée-moi une entrée de trace quand telle méthode de telle classe a été appelée. Vous choisissez la classe, vous choisissez la méthode. Donc ça peut être votre code métier, ça peut être du code générique. Là, Pet Clinic, il n'y a pas grand-chose à voir dedans, donc j'ai pris combien de temps je mets en fait à faire du Jackson, à sérialiser du JSON dans Pet Clinic. Donc j'ai instrumenté toutes les méthodes de write d'Object Writer, parce que je sais que c'est du Jackson, et je lui ai dit, bah vas-y, fais-moi une trace, et log-moi, si possible, la classe du premier paramètre que j'ai passé à la méthode. Comme ça, je sais quel objet a été logué. Et ça me donne des choses comme ça. Bon, Pet Clinic, c'est pas palpitant. Hein. Il ne fait pas grand-chose. En prod, en dev, quand je fais des traces d'analyse, ça ressemble plus à ça. Donc ça, c'est un truc que j'ai fait en début de semaine. J'avais des problèmes sur calcul des taxes, surprise. C'est ignoblement compliqué. Et je voulais tracer des montants de taxes. Et donc en fait, là, j'ai instrumenté tous les passages de règles dans l'engine pour voir où ça se trouve, jusqu'à trouver ensuite, à chaque fois qu'on passe des objets, je lui ai dit, en fait, quand tu vois un objet taxe, tu me logs et tu me donnes le montant de les taxes au fur et à mesure, parce que comme ça, je peux vérifier que le calcul était juste. Et ça, je peux le faire sans arrêter mon code, sans changer mon code, parce que si je travaille sur un autre besoin, je change juste l'instrumentation, je dis c'est bon, on change l'instrumentation et je peux continuer. C'est extrêmement puissant pour comprendre votre code, en fait. Je vais déplacer, et je vais quand même finir le point important aussi, c'est le manager. Quand je dis manager, c'est le management. Vous voyez pourquoi. En fait, comme ça s'adresse au manager, c'est un truc simple. Un logiciel legacy, ce n'est pas un problème technique. C'est un symptôme technique d'un problème d'organisation. Si vous ne changez pas votre orga, d'une façon ou d'une autre, vous ne résolverez pas votre problème de façon définitive. La legacy a été créée pour une raison, soit parce que vous aviez que des développeurs qui étaient très 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 mauvais, c'est peu probable, mais c'est possible. Auquel cas, changez de dev, mais c'est pas un problème d'orga. Mais la plus grosse probabilité, c'est que vous aviez des développeurs corrects qui ont été mis dans une façon de travailler qui fait qu'en fait, on ne travaille pas correctement et on génère du legacy. Et on ne peut résoudre un problème legacy qu'en changeant l'organisation. La deuxième chose, ça m'insupporte profondément, tous les changements logiciels sont techniques. S'ils n'étaient pas techniques, vos PO feraient le code. Si vous avez dans vos sprints des tickets business, ce n'est pas des tickets business, c'est des tickets techniques. C'est des tickets fonctionnels, mais qui sont gérés en technique. Donc la distinction ticket business, ticket technique, c'est stupide. Vous pouvez faire une distinction fonctionnelle, opérationnelle, qualité de développement, ça a un sens, mais pas technique. Technique et business, ça a zéro sens. Si tout était business, vos PO le feraient. Et d'ailleurs, vous allez me dire, maintenant, avec les IA, peut-être qu'ils vont le faire. Et je vais vous laisser sur cette conclusion-là, de Kevin et Eni. Vibe coding, c'est vachement bien. Le problème, c'est que personne ne sait comment ça marche, puisque vous avez pris du code, par définition, vous ne comprenez pas. Donc, qu'est-ce que vous faites quand on génère beaucoup de code à base de vibe coding? On génère du legacy. Donc avoir toutes les techniques pour gérer du legacy, c'est un métier d'avenir. Je vous remercie, les feedbacks sont là.